commencer simplement en vous exposant un peu nos solutions. Mais avant de les exposer, je voulais vous dire simplement deux mots. Patrick est là, qui va faire la présentation, vient du domaine de l'IT. Rien à voir avec les vignes au départ, uniquement, enfin moi je ne connaissais pas, uniquement tout ce qui est technologie. Moi personnellement, je viens du domaine de l'artisanat de luxe, donc ça se rapproche un peu des grands vignerons. Et à un moment, on s'est rencontrés tous les deux parce qu'on a investi dans un petit vignoble en Italie. Et on s'est dit, tiens, on a été confrontés aux mêmes problèmes que ceux peut-être auxquels vous avez été confrontés depuis des années, mais qui pour nous étaient totalement nouveaux. Alors on est parti, comme le disait François, on est parti de zéro. Fort de notre connaissance, que ce soit dans l'IT, dans le commerce ou dans le monde du luxe, on s'est dit comment est-ce qu'on peut préserver notre produit. On est parti de cette démarche, pourquoi? Parce que fatalement on a été, comme tout le monde, contacté par des Chinois, par des Américains, par des Russes qui voulaient acheter notre vin, mais on voulait savoir qui buvait. On s'est rendu compte aussi que préserver l'image de notre vin ou l'image de notre champagne est très très importante. Aujourd'hui, je vais vous donner simplement un chiffre. En 1990, je ne sais pas si tout le monde se souvient, Perrier a eu un problème avec le benzène. Or, Perrier, c'est un groupe certainement beaucoup plus gros que nous tous rassemblés. Aujourd'hui, on va dire 25 ans plus tard, ils n'ont toujours pas récupéré les parts de marché qu'ils avaient perdues en 1990. C'est pour dire que, alors que ce sont des marques qui sont super bien outillées, qui ont tous les moyens nécessaires, ils ne se sont pas adaptés à l'époque aux nécessités du marché. Je reviens sur un mot en disant fatalement, je me considère comme un petit producteur, vous êtes tous des grands producteurs, mais il ne faut jamais oublier une chose. Il y a la protection du producteur et du produit, mais il y a aussi aujourd'hui la protection du consommateur. Si on ne s'adresse pas au consommateur, fatalement, à un moment ou l'autre, l'effet boomerang revient et c'est le producteur qui en subira la conséquence. Alors je propose qu'on structure simplement, on va vous faire un exposé assez rapide qui commence par une petite vidéo. Ensuite, Patrick, j'espère que vous comprendrez, parce que moi j'ai de temps en temps des difficultés à comprendre, j'expliquerai la technologie, mais après, éventuellement, je répondrai aux questions, moi et Patrick, pour essayer de remettre ça d'une manière moins technologique. Voilà. Merci. Donc on va démarrer avec une petite vidéo qui illustre un petit peu le fonctionnement de notre solution. Je pense que ça vous donnera une idée de ce qu'on fait, puis après on mettra ça dans un cadre un peu plus théorique. One of these bottles is the original. The other is a clever counterfeit. Can you guess which is which? The revolutionary app from Solinco for NFC smartphones checks your bottle's authenticity and does much more besides. Each bottle is fitted with an electronic tag containing a unique digital certificate. With data protected at the highest level of security thanks to encryption technology used by banks for over 20 years. Your bottle's identity card includes its unique number, its vintage, information about production, and that's not all. This confidential tag declares that you are the owner of the bottle and lets you take advantage of unique offers from the producer, as well as obtaining tasting notes and information about storing your wine, which you can discuss with a community of connoisseurs. If you like the wine, one scan by lets you place new orders from the producer's catalog. If your friends like the wine, they can scan it to obtain the product description and order one for themselves, but won't be able to access your personal details. The app also shows you retailers selling this wine close to your location. To extend your enjoyment, the brand experience menu enables you to stay in touch with the producer's news, invitation, exclusive offers, etc. If you wish to find a new home for your bottle, simply scan it to access our resale feature, which lets you offer your product for sale on e-commerce sites certified by our solution. Solinco. Every object has an identity.
une présentation un peu marketing. On va faire quelque chose d'un peu moins épuré. Donc voilà, un petit peu d'abord, je vais essayer d'éclairer la vision et la difficulté aujourd'hui, c'est d'expliquer, comme disait Jean-Pierre, dans des mots simples, ce qu'on fait. Parce que je pense que ce qu'on fait est assez simple, même si la technologie derrière est complexe, on doit être capable de l'expliquer de manière assez simple. Donc, la vision, si on regarde la manière dont le vin et les produits s'achetaient il y a 5 ans, 10 ans et encore aujourd'hui, la manière classique, c'est un consommateur va dans un magasin, il prend la bouteille qu'il veut acheter, il sort ses billets et le paiement est fait. Donc on a une relation de confiance, une relation directe entre un point de vente, un consommateur, l'argent à la limite, on espère que ce ne sont pas des faux billets, il y a des technologies de marquage sur les billets, et puis le vin, on imagine que le producteur a une bonne relation avec le détaillant et que le vin se trouve là pour une bonne raison. Alors ça, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, évidemment avec Internet, avec d'autres technologies. Et si on regarde la première évolution forte depuis déjà une vingtaine d'années, ce sont les paiements électroniques, évidemment, l'utilisation des cartes de crédit. Les banques étant aujourd'hui, je dirais, les premiers qui ont dû sécuriser leurs transactions, les premiers qui ont dû travailler dans des environnements très sûrs. L'autre grand domaine qui est bien entendu expert dans ce type de technologie, c'est tout ce qui est militaire. Bon, aujourd'hui, on va parler plutôt du monde bancaire, parce que je pense que le vin est plus proche du commerce que de la guerre, espérons-le. Mais donc, les cartes de crédit aujourd'hui sont équipées avec des puces. Tout à fait standard, ça fonctionne. La technologie vient de l'Europe, de France même, et est en train tout doucement de grandir aux États-Unis, où là, si vous payez avec une carte de crédit, c'est toujours avec une signature. Et en 2015, Visa imposera à tous les points de vente l'utilisation de la carte à puce. Donc ça, c'est quelque chose qui est une évolution du monde des paiements et qui est en cours aujourd'hui. On peut citer par exemple qu'en Grande-Bretagne, il y a déjà plus de 220 000 points de vente équipés de terminaux qui permettent aussi de faire des paiements sans contact. Ça, j'irai un peu plus loin. Alors, avec la carte d'identité en Belgique, on a une chance, peut-être la seule, mais on a une carte d'identité assez évoluée, où on a déjà un certificat et une carte à puce. Donc, quand on fait la déclaration d'impôt, il suffit de mettre la carte à puce dans un petit lecteur attaché à son ordinateur. Et la déclaration d'impôt, c'est comme ça. On a toute une série de services. Ce sont des choses qui aujourd'hui viennent dans d'autres pays. Je pense qu'en France, ça finira par arriver. C'est le même type de technologie que nous trouvons aujourd'hui dans presque tous les passeports, je dirais, des pays européens. L'identification des personnes se fait avec l'utilisation de cartes à puce et de puces intégrées dans les identifiants. Donc notre vision, c'est de dire, finalement, la technologie qui est derrière les cartes bancaires, la technologie pour identifier les paiements, pour sécuriser les paiements, la technologie qui est derrière l'identification des personnes, pourquoi quelque part ne pas l'utiliser dans l'authentification des biens? Quelque part, ça permettrait de faire un cercle vertueux qui puisse être utilisé sur tous les types de transactions électroniques, par exemple. Donc ça, c'est notre vision. On pense que d'ici 5 à 10 ans, la plupart des biens auront un certificat qui sera attaché d'une manière ou d'une autre, et qui permettront de faire des transactions tout à fait sécurisées par ce type de technologie. Alors dans notre approche, on n'a pas voulu saucissonner les problématiques aujourd'hui. Donc si on regarde la problématique de la contrefaçon, et derrière ça, il y a tout ce qui est lié à la protection de la marque, les problématiques de remplissage de bouteilles, tout ce qui est vraiment lié, je dirais, à des contrefacteurs qui font des produits pour gagner de l'argent sur le dos des marques. C'est une problématique qu'on n'a pas voulu dissocier, par exemple, de la problématique de l'optimisation de la logistique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une partie de la contrefaçon se fait dans les chaînes de logistique, que ce soit dans la distribution, que ce soit sur les points de vente. Donc pour nous, là où beaucoup de technologies de contrefaçon, vous avez regardé, avait vraiment une approche qui était très fortement orientée sur je ne peux pas refaire la même bouteille. Ici, on veut aussi approcher la problématique en disant je ne peux pas refaire la même bouteille, mais par contre, je veux m'assurer qu'à chaque étape, personne ne puisse remplacer cette bouteille par des autres. Donc, on a associé les couverts. On n'a aussi pas voulu dissocier, comme Jean-Pierre le disait, la problématique du consommateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies de la contrefaçon qui peuvent être vues par des systèmes experts, qui sont les mains de douaniers ou distributeurs,
mais le consommateur derrière n'a pas vraiment la possibilité de vérifier l'authenticité. Et donc ça, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un problème, parce que souvent, le consommateur se trouve un petit peu dépourvu et n'est pas très rassuré par rapport à certains de ses achats. Et donc, l'approche a été de dire on veut absolument toucher ces trois problématiques en même temps, et on pense qu'on ne peut pas les scinder. Alors, le premier point dont je vais parler, c'est les technologies d'authentification. Là, je vais devoir rentrer un petit peu dans des explications qui, j'espère, ne sont pas trop techniques. Et donc, quand on fait de la sécurité, on peut classer des technologies dans trois groupes. L'identification, l'authentification et l'authentification forte. Ceci, c'est ce qui sort de la théorie de tout ce qui est sur la sécurité électronique, des départements cryptographiques. Nous, on en a un en Belgique assez réputé. Et donc, si vous regardez la première technique, c'est l'identification. En gros, vous avez un produit qui a un code qui peut être numérique, qui peut être un code barre, qui peut être un QR code, et c'est ce qui l'identifie. L'identification n'est pas faite pour protéger de la contrefaçon. Si vous faites une photocopie du QR code, vous le mettez sur une bouteille, a priori, vous avez fait un faux, si c'est ce qui est utilisé pour la contrefaçon. Mais ici, clairement, les technologies d'identification sont là plus pour pouvoir faire des lectures rapides, ce qui permet une utilisation optimale dans tout ce qui est chaîne de traçabilité logistique. Après l'identification, il y a ce qu'on appelle les technologies d'authentification, authentification simple, donc par l'utilisation d'un mot de passe. Si on prend une analogie, c'est je bloque dans ma boîte de messagerie, j'utilise un utilisateur en mot de passe, ça c'est l'authentification simple. C'est déjà un niveau de sécurité qui est meilleur, mais si on prend votre mot de passe, vous avez a priori perdu le niveau de sécurité que vous aviez sur votre boîte de messagerie. Donc là, on retrouve des technologies comme le QR code unique. Est-ce qu'il faut produire un QR code par bouteille? On peut détecter s'il y a des occurrences multiples de ce QR code. On retrouve aussi des choses comme les codes à bulles. Donc, un seul mot de passe, un produit, c'est déjà mieux, mais si on arrive à trouver le mot de passe, la sécurité est rompue. Et puis alors, nous, on a décidé d'utiliser une technologie qu'on appelle l'authentification forte, qui est la technologie utilisée dans le monde bancaire aujourd'hui, et donc qui utilise la combinaison de deux mots de passe et des fonctions qui sont utilisées pour combiner ces mots de passe pour créer des messages de manière dynamique. Je vais expliquer un petit peu à quoi ça ressemble après avoir fait la démo, mais ça, aujourd'hui, c'est possible parce que ce sont des fonctions complexes, et aujourd'hui, on a des pouvoirs de calcul sur des ordinateurs ou des appareils mobiles qui permettent de faire ce type de calcul. Donc, ici aussi, le point important, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est bien joli de vouloir faire de l'authentification forte, comment est-ce qu'on fait? On a tous aujourd'hui des appareils mobiles qui sont capables de faire des calculs 100 fois supérieurs à ce que les premiers Apple II faisaient il y a une vingtaine d'années. Et donc l'idée, c'est de se dire, on a un outil quelque part qui permet aux consommateurs de vérifier et de faire des calculs, de prendre un identifiant et de travailler pour vérifier l'authenticité du produit. Alors grâce à ça, on peut déterminer, par exemple, un numéro de série sur une bouteille. Donc la bouteille elle est unique, elle est identifiée. L'objet devient traçable, puisque quelque part, chaque fois qu'on scanne la bouteille, on a une trace de l'endroit où ça a été fait. On peut l'authentifier, puisqu'on fait une relation d'authentification comme un paiement bancaire. L'objet peut commencer aussi à devenir un point de référence et un point de discussion entre le consommateur et la marque. Donc on peut pousser de l'information de manière dynamique. Et puis on a une relation un peu privilégiée et un peu différente avec le consommateur. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, je ne sais pas projeter l'écran de mobile, mais je vous fais juste un scan pour voir ce que ça donne. Donc ici, on a mis l'identifiant derrière l'étiquette. On aurait pu le mettre sur le col si on veut éviter la vérifier. Donc je lance notre application. Je scanne la bouteille. Et voilà, ma bouteille est authentifiée. Donc, un simple scan, et vous avez la photo. Donc pour un consommateur, c'est extrêmement simple. Ici, il a une réponse
non univoque, c'est bouteille authentique. C'est pas, je pense que l'authentique, c'est comme un paiement bancaire. Comment ça fonctionne ici? Je ne vais pas passer trop de temps sur les techniques, mais je pense que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc ce qui s'est passé quand j'ai scanné, ceci c'est ce qui se passe quand je scanne la bouteille. En gros, je demande à notre serveur de générer un code aléatoire. Ce code aléatoire est passé par le téléphone sur la puce qui se trouve sur la bouteille. Sur la bouteille, il y a une clé qui va, avec ce code aléatoire, régénérer une réponse. Cette réponse est interprétée par le serveur qui connaît le code initial et qui a aussi la clé pour décrypter le message. Donc ça, si vous prenez une analogie, c'est quand vous faites un paiement par carte Visa avec un terminal, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que le serveur de Visa va générer un code, vous allez mettre votre code PIN, qui est la clé privée stockée sur la bouteille, et donc vous êtes authentifié de la même manière. Donc, ce que je viens de faire là, cette relation d'authentification, cette transaction d'authentification, c'est comme un paiement bancaire.